Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. La durée de vie s'allonge, les soins de santé s'améliorent, on peut donc espérer vivre plus longtemps. Mais dans quelles conditions et avec quelle qualité de vie? On sait que les pensions ne vont pas nécessairement augmenter, alors que d'un autre côté, les maisons de repos, elles, sont de plus en plus chères. Une récente étude de Solidaris a montré que leur prix avait grimpé de 20% en 6 ans. Pourquoi du coup ne pas favoriser le maintien à domicile ? Qu'est-ce que ça amène de vieillir chez soi en matière d'autonomie, en matière de bien-être? Mais qu'est-ce que ça apporte aussi comme difficultés et comment les résoudre? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui deux invités. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, André Poquet, vous êtes infirmière enseignante, aujourd'hui retraitée, et vous êtes administratrice du SLP, donc le service laïque d'aide aux personnes. À vos côtés, Julie Van Alleweyn, vous êtes architecte, orthopédagogue, directrice de l'ASBL Plain-Pied. Et nous accueillons également Philippe de Cressac, notre désormais caricaturiste attitré qui va illustrer cette émission de son coup de crayon. Alors, je voulais commencer par vous, André Poquet. Qu'est-ce que ça amène à ces personnes âgées, aux personnes âgées de vivre chez elles? Vieillir chez soi, c'est important pour beaucoup de personnes âgées. Je pense que vieillir chez soi est vraiment un souhait exprimé par beaucoup de personnes âgées ou même de plus jeunes. Si vous êtes plus jeune, 50, 60 ans, et que vous fantasmez sur votre vieillesse, il est rare d'entendre une personne qui va exprimer son désir d'aller en maison de repos. Que va-t-elle dire? C'est « je veux être chez moi, rester chez moi ». On pourra en discuter, ce n'est pas pour cela que c'est la panacée universelle. Mais pourquoi ce désir? Si on réfléchit à la symbolique de la maison, du lieu de vie, vous réalisez que la maison est investie de toutes les étapes de la vie. Je dirais que le lieu de vie est peut-être le lieu qui symbolise peut-être le mieux le concept de sécurité. Première étape. Deuxième point, lorsque vous discutez avec une personne âgée de la sortir de chez elle, qu'est-ce que cela veut aussi dire pour elle? C'est de penser, de se projeter dans l'avenir. Alors, se projeter dans l'avenir, quand vous êtes âgé, que vous êtes confronté à des difficultés, à des dépendances, à des handicaps éventuellement, bien sûr, ça vous confronte à une dégénérescence, certainement, et aussi au fait de la finitude, de la mort. Et donc, évidemment, aider des personnes vieillissantes à se projeter pour que le lieu de vie soit plus adapté, pour qu'elle soit moteur de son choix, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire au fond, la maison de repos qui est quand même entachée de beaucoup d'images très négatives, donc il faut vraiment repenser l'image, le lieu de vie de personnes âgées pour que chacun de nous soit vraiment acteur, décideur du choix qui sera pris pour eux. Alors justement, vous dites qu'il faut aménager peut-être notamment le logement. Alors c'est une des choses que vous faites avec votre ASBL Plain-Pied, c'est réfléchir avec des architectes sur comment améliorer les logements des personnes âgées ou les futurs logements des personnes qui voilà, sont à un âge auquel on ne pense pas toujours finalement aux difficultés qu'on pourrait rencontrer dans sa vieillesse. Alors, quelles sont finalement les difficultés que vous essayez de pointer avec votre ASBL? Quelles sont les difficultés principales finalement des logements? Bien alors, on se rend compte qu'effectivement, une personne âgée peut présenter différents problèmes, que ce soit au niveau de la mobilité. Donc ça peut aller de, voilà, je me déplace avec une aide, avec une tribune, avec une canne ou autre, ou éventuellement en chaise roulante.
Mais il y a aussi toutes les questions de déficience sensorielle. Donc on sait qu'une personne âgée peut aussi avoir des problèmes d'ouïe, de vue, etc. Donc effectivement, il y a plein de petits problèmes comme ça qui peuvent survenir. Et donc on essaye d'envisager tous les aspects dans le logement. Ça va aussi bien de la présence de marches à l'utilisation d'une télécommande, à comment je fais pour baisser mes volets. Il y a les petits problèmes cognitifs aussi. On sait bien qu'une personne âgée pourrait présenter des petits problèmes de mémoire. Donc il y a aussi toutes les questions de, voilà, est-ce que je vais penser à éteindre ma table de cuisson, comment pouvoir être prévenu éventuellement de dangers, prévention des risques, etc. Donc il y a un panel assez complet qui envisage tous les problèmes qui peuvent se présenter, en fait. Alors, vous travaillez aussi sur ce qu'on appelle les logements adaptables, qui du coup, là, permettent peut-être d'anticiper, de moduler en fait le logement en fonction des différentes étapes de sa vie. Voilà, donc ça c'est en fait une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire que soit on intervient au moment où la personne est demandeuse chez elle et se rend compte qu'un jour elle va vieillir, et alors on agit par après et on intervient, on vient peut-être parfois un peu trop tard. Là, les logements adaptables, c'est une autre dynamique et c'est l'idée de vraiment y penser au préalable, dès la conception. Et donc ça, c'est un projet où en fait, on travaille des bureaux d'architecture, des architectes, de manière à penser ces logements dès le départ, de manière à ce qu'ils soient facilement adaptables par la suite, moyennant peu de modifications, et justement pour pouvoir accompagner la personne et viser ce maintien à domicile plus facilement. Alors, le maintien à domicile, donc on le voit, ce n'est pas nécessairement la panacée. Il y a évidemment des difficultés. Alors, on a déjà pointé quelques avantages, mais c'est vrai que cette question de liberté des personnes, si en aménageant comme ça les logements, les personnes peuvent garder une certaine liberté, ça améliore quand même leur bien-être. C'est une valeur importante quand même. Tout à fait. Mais quand on écoute Julie, bien sûr, on réalise combien le besoin de sécurité est mis fort en évidence. C'est peut-être une des premiers déclencheurs d'un placement. Et souvent, un déclencheur dans l'urgence, soit à une chute, soit suite à une hospitalisation, etc. Donc, on ne peut absolument pas gommer ce besoin de sécurité. La peur de la chute est peut-être la peur exprimée en premier lieu par les personnes âgées, mais encore plus par les proches. Alors, je pense qu'il faut peut-être rappeler que de vivre, c'est très dangereux et que tomber, c'est peut-être un droit aussi. Et donc, que quelque part, garder son autonomie, c'est de savoir jusqu'où on a envie de vivre dangereusement, quels sont les risques qu'on est prêt à courir, avec, bien sûr, un échange avec les professionnels. Et tout ce qui est amené ici par Julie montre qu'on peut offrir beaucoup de moyens. Mais ce que je voulais aussi dire en complément de ce que vous disiez, c'est que le lieu de vie est un lieu aussi qui est ancré dans la cité, ancré dans un quartier, et est donc avant tout la source même du réseau social. Parce qu'un des premiers points, quand on discute avec des personnes vieillissantes et qui sont chez elles, même si elles présentent ça parfois comme la panacée universelle, très rapidement, quand vous les écoutez, que disent-elles? Nous sommes seuls. Mais pourquoi sont-elles seules? Encore une fois, souvent parce que sortir est une démarche risquée, le cadre de vie, le quartier est peu adapté, et donc pratiquement, il y a énormément de choses à faire pour maintenir ce lien social. Il ne suffit pas d'isoler la personne chez elle, il faut encore arriver à créer du lien extérieur. Mais vous avez parlé de cette peur de tomber, cette perte du lien social. Du coup, j'ai envie de vous montrer un petit reportage qu'on a réalisé avec les équipes du Clara. On a rencontré plusieurs personnes âgées qui vivent chez elles et qui nous parlent de leur bonheur quotidien, mais aussi de leurs difficultés. On regarde ça. Marie-Lou a 86 ans. Veuve depuis de nombreuses années, elle vit seule dans cette maison bel étage, dans un quartier retiré d'Uccle. Une maison qu'elle ne voudrait quitter pour rien au monde. Ici, je suis chez moi.
C'est ma maison et je ne veux pas aller dans un home. Ça, niet. C'est niet, niet, niet. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que quand vous êtes dans un home, vous n'avez plus rien à dire. Hein. Non. Non, ça je ne veux pas. Je veux rester chez moi. Tant que je peux. Hein. Après, ben oui. Bonsoir. Le principe, c'est vous êtes malade, on vous envoie à l'hôpital, on vous remet sur pied, et quand vous êtes prêt à pouvoir sortir, ah oui, mais vous ne savez plus. Le médecin vous dit, vous savez pas rester toute seule, là, il n'y a rien à faire. Et on vous place d'office dans une maison de repos. C'est pour ça qu'on a tous peur de tomber, de se faire mal. Parce que si vous tombez et que vous vous cassez quelque chose, c'est fichu. Hein? Alors c'est fichu. C'est ça, c'est la peur de tomber. Pour l'aider, Marilou peut compter sur Joseph. Les deux seniors se sont rencontrés au club de l'amitié à Linkebeek et une belle complicité est née entre eux. Et heureusement que j'ai Joseph, hein, qui est là, est toujours là pour m'aider, pour si je dois faire quelque chose, il ferait la vaisselle, il fait n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Je fais le nécessaire pour eux, parce que toute seule, je vois pas ce que... Bah, on s'aide comme on peut. Voilà. Briser la solitude, c'est l'objectif de ce club de l'amitié qui réunit au centre de santé Les Goélands à Linkebeek une petite dizaine de seniors vivant seuls chez eux. Et alors je sors, je rencontre des gens, je fais des courses pour les personnes, je vais aux Invalides voir mes petites dames qui sont contents de me voir. Et moi, ça m'aide à vivre, de pouvoir parler avec des personnes qui sont seules. Parce qu'il y en a qu'il n'y a pas d'enfants qui viennent, qui se confient alors. Alors le soir, quand je pense à ça, je dis, tu n'es pas seule, parce que c'était ma famille. Enfin, c'est ma famille. Les difficultés, elles se situent aussi dans la rue. Virginie marche toujours beaucoup et aime se débrouiller seule. Marilou, elle, ne sait plus prendre le tram, par exemple. Je pense que ce qui manque, c'est des bancs. Parce que les personnes qui marchent difficilement, même s'il faut une promenade dans leur quartier, ben, ils n'ont que des murets pour s'asseoir parce qu'il n'y a pas de banc. Il y a des problèmes parfois de poteaux au milieu des trottoirs, il y en a en face de moi. Et si on est en chaise roulante, c'est pas possible de passer. Même une maman avec une poussette, c'est la même chose. Hein. Il manque de magasins. Ça, c'est très clair, il manque de magasins dans le quartier. Et si on n'a pas de voiture, ben, on est tributaire de voisins qui ont une voiture, ou parce qu'il n'y a pas de moyen de transport non plus, il n'y a pas d'autobus qui passe ici ou assez loin, il n'y a pas de tram. Et on revient à l'antenne avec le dessin de notre caricaturiste Philippe Decressac, donc qui évoque cette idée de vieillir chez soi. Alors on l'a vu, la fin du reportage, donc le reportage se termine sur les extérieurs, sur l'espace public, sur les difficultés que les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite d'ailleurs de façon générale rencontrent dans la rue. Au niveau du SLP, donc le service laïque d'aide aux personnes, vous allez organiser des promenades diagnostiques. En quoi ça consiste exactement ? Donc en fait, on réalise bien qu'un des problèmes de la personne âgée qui vit à la maison, c'est d'oser sortir. Et puis quand on analyse le oser, les risques, ben, ils sont évidemment réels. Alors on a tous ces petites idées, le reportage le soulignait bien, les poubelles, les trottoirs trop hauts, etc. Ce qui me paraît quand même important au niveau d'un diagnostic promenade, c'est de travailler avec les usagers eux-mêmes et de voir avec eux ce que eux identifient, un, comme problème, deux, quels sont leurs besoins particuliers, et trois, quelles sont les solutions que eux préconisent. En fait, on est ici dans le diagnostic promenade vraiment dans une logique de démocratie participative. Et je crois que c'est vraiment important, non pas de penser pour, mais de penser avec et de réfléchir aux solutions avec les usagers qui vont devoir expérimenter. Et alors évidemment, lorsqu'on a fait le checking de tout ce qui est pensable, etc., c'est aussi de voir concrètement ce qui est réalisable
avec, entre autres, des experts, des urbanistes, des architectes, etc. Et alors le troisième pôle, usagers, experts, le troisième pôle est le pôle politique. Il faut aussi que politiquement, on fasse des choix budgétaires, de prioriser aussi comment vivre ensemble dans une société. D'ailleurs, au niveau de la SBL Plain-Pied, vous organisez déjà ce genre de promenade diagnostique, des boucles PMR, depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement comme solution? Donc, le fait d'avoir pointé les problèmes. Après, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution? Est-ce que, effectivement, certains politiques, certaines communes vous écoutent et adaptent l'espace public aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes âgées? Bien sûr, donc comme vous dites bien, une première étape, c'est de pointer les problèmes. Mais comme vous le disiez à l'instant aussi, c'est très important de bien définir ce qu'on appelle la boucle PMR, c'est-à-dire qu'on va choisir des points stratégiques dans une commune qui pourraient attirer des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc définir cette boucle avec les usagers, relever alors les obstacles qui se présentent de tout type. Ça va aussi bien des contrastes, de manque de zones de repos, comme on le disait dans le reportage. L'état des trottoirs aussi. On sait bien les problèmes d'équilibre. Voilà, ça peut provoquer des chutes à nouveau. Et alors, donc, en fait, on fait une sorte de diagnostic qui reprend tous ces problèmes. Et alors, il y a tout un travail de collaboration qui se fait avec le service travaux de la commune. Et effectivement, le côté politique a son importance. Si on a un échevin qui est très sensibilisé, il va être vraiment derrière et pousser le service travaux. Et donc là, il y a toute une collaboration qui se fait, une priorisation aussi, parce que c'est pas tout de dire, voilà, bon, il y a 15 points à solutionner. Déjà, voir comment on peut les solutionner, qu'est-ce que ça représente comme coût, et où se trouvent les priorités également, parce qu'on sait bien qu'on ne sait pas faire tout en même temps. Donc il y a des choses qui vont avoir un effet plus efficace que d'autres. Il y a des choses qui doivent s'analyser à long terme, mais je pense que dès le départ, quand on travaille comme ça avec une commune, dès la première boucle, parce que souvent on essaye d'en faire une par année, enfin en fonction des possibilités, on sent bien que lors de la première boucle, il y a tout un travail de sensibilisation et qu'au fur et à mesure, la commune, l'échevin ou le service travaux a acquis certains automatismes et vont pouvoir intégrer ça dans leurs futurs travaux. Imaginons qu'il faut refaire tout un quartier, on va refaire tous les trottoirs. Petit à petit, ça va rentrer dans les habitudes de dire... ça rentre dans les mœurs aussi. C'est ça, ça va rentrer dans leur cahier de charge aussi. Donc voilà, c'est un travail à long terme, mais où on voit vraiment l'évolution qui est bien présente. Vous vouliez réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de se dire, évidemment. Mais ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que le diagnostic débouche aussi sur une démarche d'intergénérationnel. Alors bien sûr, quand on fait une démarche de diagnostic promenade, on vise un groupe d'usagers en général fragilisés. Ce qui me paraît aussi important, c'est de voir comment l'espace public est occupé par l'intergénérationnel. Et parfois, par des petites choses, on peut penser le rapprochement des tranches d'âge, par exemple. Il suffit de penser à un bac à sable où les gosses vont jouer avec leur maman, et puis des bancs bien adaptés où les personnes âgées peuvent venir. Et puis, instantanément, vous créez du lien dans le quartier parce que vous avez bien pensé l'endroit où on va mettre les bancs, l'endroit où on va permettre aux mamans de venir de manière aisée aussi, en sécurité, avec leurs poussettes. Et c'est vraiment par cette gestion de l'urbanisme qu'on arrive à penser le vivre ensemble. Oui, parce qu'évidemment, ce maintien du lien social, on le voit, on l'a déjà dit, on l'a vu aussi dans le reportage, les personnes âgées, elles veulent rester chez elles, enfin une partie en tout cas veulent rester chez elles, mais pointe effectivement cette solitude. On voit qu'ici, le fait que ces personnes s'entraident l'une l'autre, ça leur apporte beaucoup. Donc on a parlé du fait que s'il y avait des difficultés pour accéder par exemple au magasin, mais le lien social, c'est aussi avoir accès à la culture, avoir accès à toute une série de services qui permettent de continuer à vivre. Donc j'imagine que ça aussi, il faut y être attentif dans les promenades diagnostiques ou dans les boucles PMR. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut être très attentif parce que souvent, quand on parle du besoin,
on parle des besoins primaires, des besoins de santé, la sécurité, l'hygiène, les soins de santé, etc. Mais la vie ne se limite pas à ça. La vie, comme vous le disiez très bien, c'est d'avoir du réseau social, c'est d'être reconnu en tant que personne, être écouté, être entendu. C'est aussi pouvoir voir ce qui nous intéresse au niveau culturel. C'est beaucoup de choses, la vie. C'est pas juste être nourri correctement, avoir des soins de base corrects, etc. C'est des choses qui sont pointées aussi quand vous discutez avec des personnes âgées que vous encadrez, par exemple, dans les boucles PMR. Est-ce que le fait d'avoir accès à la culture, de pouvoir encore continuer à aller dans des musées, continuer à aller même à la commune, etc., le centre culturel, c'est des choses qu'elles demandent elles-mêmes ou pas nécessairement? Bien sûr, oui. Elles sont très, très demandeuses d'encore être intégrées dans la société, de pouvoir bouger. Et ça apparaît très clairement comme quelque chose de frustrant de se dire je dois rester chez moi parce que j'ai peur de tomber sur le trottoir ou parce que j'ai peur de tomber sur une pharmacie où il y a 3 marches à l'entrée, où j'ai du mal à pousser la porte. Voilà, ça a de l'importance de pouvoir, cette autonomie dont on parlait tout à l'heure, sous tous ces aspects, que ce soit aller chercher de l'argent à la banque, que ce soit aller à la pharmacie, que ce soit s'occuper de ses papiers dans une administration communale ou aller, comme vous dites, au centre culturel, assister à des conférences, etc. Maintenant, là, on parle de lieux qui, a priori, effectivement, attirent des personnes âgées. Mais je pense aussi, et on n'y pense peut-être pas toujours, mais les écoles, on a tendance à dire oui, ben ça c'est pour les jeunes, les enfants, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'une personne âgée est aussi une grand-mère ou un grand-père qui a peut-être envie d'aller chercher ses petits-enfants régulièrement à l'école. Donc voilà, je pense qu'il y a en fait énormément d'établissements auxquels il faut penser. Il y a effectivement une obligation au niveau de la réglementation pour les nouveaux bâtiments. Quand on demande un permis, les bâtiments ouverts au public doivent répondre aux réglementations d'accessibilité. Mais il y a énormément de bâtiments ouverts au public qui ne sont pas soumis à permis, qui sont existants. Et il y en a beaucoup plus que de nouveaux bâtiments qui sortent de terre. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à ce niveau-là, de la sensibilisation, mais aussi des conseils. Voilà. Alors, on a déjà parlé un peu d'intergénérationnel. Du coup, je voudrais vous montrer une interview qu'on a réalisée avec la directrice de l'SBL Un Toit, Deux Âges. Donc, c'est une SBL qui réunit des seniors avec des jeunes étudiants. Et donc, elle nous explique un peu le principe de ce logement et les intérêts pour les jeunes et les moins jeunes. Alors l'ASBL a été créée en 2009 suite à un constat qui est celui de la solitude des personnes âgées et du manque de cotes à Bruxelles. Donc j'ai commencé tout simplement en contactant l'ULB, l'UCL, savoir ce qu'ils en pensaient de ce projet-là. Ils m'ont tout de suite dit que c'était vraiment une réponse au manque de logement, donc c'était une bonne chose. Et par ailleurs, il y a un réel manque de place dans les maisons de repos. Donc ça permet aussi aux personnes âgées de repousser cette entrée dans la maison de repos en restant chez soi le plus longtemps possible. Donc du coup, le constat était réel, il y avait un réel besoin. Du côté de la personne âgée, ça lui permet de rester chez elle, ça c'est vraiment le point le plus important. Je crois que chacun a envie de rester dans ses meubles au maximum. Ça lui permet d'avoir une sécurité. C'est sûr que si elle tombe, eh bien, le soir quelqu'un rentre à la maison, donc on peut prévenir. La nuit, il y a une présence aussi rassurante. C'est aussi un moment de convivialité. Quelqu'un rentre le soir. J'ai une de mes seniors qui me disait « Maintenant, j'attends quelqu'un ». C'est une toute petite phrase, mais qui veut dire beaucoup. Un étudiant qui rentre, c'est la vie, c'est voilà, beaucoup de choses. Donc ça permet de parler, d'échanger, de ne plus être seul. Et puis c'est aussi un complément de revenu qui n'est pas négligeable pour la personne âgée puisqu'il y a une participation en charge tous les mois. Donc voilà, c'est une petite aide mensuelle. Nous ne sommes pas une agence immobilière, notre but c'est vraiment d'être en dessous du prix du marché. Donc il y a deux formules, une formule avec service où l'étudiant s'engage à rendre quelques services auprès de la personne âgée chez qui il habite, ou bien alors une formule plus classique, là il n'y a pas vraiment d'engagement et le loyer, la participation en charge est limitée à 300 € maximum par mois, tandis que pour la formule service elle est de 180 € par mois versée aux seniors. Alors, ces logements collectifs, intergénérationnels, kangourous, il y a différents types de modèles. Qu'est-ce que ça apporte principalement? Est-ce qu'effectivement, c'est une bonne solution aussi pour pouvoir vieillir chez soi? En fait, je dirais que c'est une solution. Je pense qu'on ne doit pas chercher la bonne ou la mauvaise solution. Il y aura toujours une solution par rapport à un contexte. Alors, quand je vois ces images de jeunes qui vivent chez des personnes plus âgées, il y a déjà tout un cheminement qui s'est fait et dans la tête de la personne âgée et dans la tête du jeune.
Pourquoi? Parce que l'image du vieux, si vous interviewez des jeunes, va parfois être tout à fait dramatisée. En fait, je dis souvent, entre la personne âgée qui paraît 40 ans et la personne grabataire dans une maison de repos, il y a peut-être du chemin entre les deux, de un. Mais attention, les personnes âgées, quand vous parlez avec elles des jeunes, ne sont pas toujours tendres. Donc il y a du chemin à faire des deux côtés pour que les regards évoluent et qu'il n'y ait pas et des vieux et des jeunes, et qu'il y a beaucoup de jeunes très différents les uns des autres, beaucoup de personnes âgées très différentes des uns des autres, et que c'est vraiment apprivoiser la différence, vraiment. Hein. D'ailleurs, changer le regard sur la vieillesse, c'était un des objectifs du concours qui a été lancé par le SLP, un concours photo donc, qui a été gagné par Victor Bourré, dont on voit les photos dans l'écran, dans les écrans derrière nous. Et donc, c'était un concours où on a invité donc, les jeunes à faire des photos, de prendre les personnes plus âgées en photo. Et donc, c'est assez riche de voir effectivement tous ces jeunes qui voilà, changent leur regard aussi via la photographie, ici en l'occurrence. Peut-être aussi une question sur les logements intergénérationnels, les logements kangourous. Est-ce que là aussi, il y a moyen d'adapter le logement au niveau architectural pour le transformer comme ça en logement kangourou, où la personne âgée a sa propre pièce, garde son propre espace, mais la famille, par exemple, ou le jeune a aussi son propre espace? Oui, tout à fait. Donc c'est toujours une question souvent de mur porteur ou pas. Hein. Dès qu'on parle de mur porteur, c'est quelque chose qui reste et qui ne peut pas bouger. Alors que si vous travaillez dans certaines zones plus avec un système de cloisonnement, cloison légère, c'est beaucoup plus démontable. Et il y a évidemment toute la manière de penser, toutes les arrivées d'eau, etc. Donc tout ce qui est sanitaire doit être pensé aussi, mais c'est tout à fait applicable dans le logement. Oui, donc il y a moyen encore effectivement de travailler là-dessus et aussi peut-être d'anticiper à ce niveau-là, quand on construit aujourd'hui des nouvelles maisons, d'anticiper l'avenir à ce niveau. Oui. Alors, toutes les thématiques qu'on a abordées ici, vous allez en parler aussi lors d'un colloque qui aura lieu le 22 avril. Donc, ce colloque, c'est Vieillir chez soi, quels impacts pour les politiques de première ligne. Quel est l'objectif de ce colloque qui est donc organisé par le service laïque d'aide aux personnes? Donc, l'objectif est d'abord de ne pas positionner le maintien à la maison comme la panacée universelle. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que la personne âgée prenne les rênes de la décision. Donc, si elle est à la maison, et si tout se passe au mieux, qu'elle puisse elle-même s'y trouver bien et, à la limite, demander de l'aide pour améliorer ses conditions de vie. Si les limites sont atteintes pour un maintien à domicile, parce que les choses existent évidemment, il ne faut pas faire de l'angélisme non plus, il y a des maintiens qu'on ne peut pas assurer, à ce moment-là, c'est vraiment important qu'on ait pu donner à la personne âgée le pouvoir d'exprimer vraiment quelles étaient ses envies, quelles étaient ses attentes, quelles étaient ses priorités pour elle. Donc on voit bien qu'effectivement, vraiment que la personne âgée doit être au centre de la décision et pour vieillir chez soi de la meilleure manière possible. Et effectivement, on a aussi pointé que c'était une solution, mais ce n'est pas la panacée. Mais en tout cas, il y a des solutions concrètes qui peuvent être apportées, notamment par une ASBL comme Plein Pied. Donc on vous retrouvera donc toutes les deux à ce colloque le 22 avril. Si ça vous intéresse d'y participer, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet, donc laicité.be, www.laicité.be. Merci en tout cas, on est déjà à la fin de cette émission, mais merci à toutes les deux, donc Julie Van Alleweijn, André Poquet, d'avoir participé à notre émission. Merci aussi à Philippe de Cressac, avec lequel on va se quitter avec ce dessin de Philippe de Cressac, donc notre caricaturiste qui a illustré toute l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.